Bonsoir à tous. Regard croisé, première partie. Nous allons parler du Nigeria. La présidence annonce l'interdiction d'un groupe chiite. Pour mieux creuser le sujet, nous avons sur ce plateau Chris Ega. Il est le directeur de publication du journal Express Info. Chris Ega, bonsoir. Bonsoir Mathieu Guy, bonsoir à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs et à tous mes confrères qui sont autour de moi sur ce plateau. Bienvenue alors. Merci. Pasteur Edo Komi, président mouvement Martin Luther King, bonne arrivée. Oui, bonsoir Mathieu et bonsoir à mon frère aîné que j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau et mon très cher ami à côté, je crois. Bonsoir à tous et à toutes. Adam Adjrono, il est journaliste Vision d'Afrique. Adam, bonne arrivée également. Merci. Le tout premier sujet, le Nigeria. Le Nigeria a choisi la force pour endiguer la montée en puissance d'une secte chiite. Le gouvernement a décidé dimanche d'interdire le mouvement islamiste du Nigeria, un groupe radical proche de l'Iran dont l'histoire n'est pas sans rappeler celle de Boko Haram. Chris Ega, ça vous dit quelque chose du moment où on dit Boko Haram fête ses 10 ans de sinistre dans la sous-région ouest-africaine? Je crois que c'est une situation très paradoxale, très complexe au Nigeria parce que la situation sécuritaire ne va pas en se calmant dans cette partie d'Afrique et dire que le Nigeria c'est un géant sur le point économique, mais avec ce qu'il connaît comme situation sécuritaire, il est peu enviable dans ce sens-là. Et je crois que vous l'avez si bien dit en comparant la situation de ces sectes-là à celle de Boko Haram. Parce que vous savez, les gens ne savaient pas que cette secte-là existait, préexiste même à Boko Haram, qui est créé depuis 1978. Et Boko Haram, je crois, deux ou trois ans plus tard. Et je crois que ce que je crains surtout pour le Nigeria, c'est qu'avec cette montée-là en puissance de cette secte-là, ça va compliquer davantage la situation. Et je crois qu'il va avoir une opposition entre les chiites et les sunnites, et qui sont majoritaires dans les 12 États du Nord, les 12 États musulmans. Il va y avoir une confrontation entre les deux. Et on peut craindre ce qui se passe actuellement au Yémen, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui soutient les sunnites et l'Iran qui soutient les chiites. Donc cette guerre-là qui est déjà au Yémen peut se transporter facilement au Nigeria, et il y a à craindre le pire pour ce pays-là. Et je crois que il y a sujet à débattre en ce qui concerne cette secte-là au Nigeria en ce moment. Pasteur Edo. Non, mais c'est vrai quand même que quand on voit un peu la configuration religieuse au Nigeria, aujourd'hui, on est tenté facilement de dire que Boko Haram a pris presque toute une partie et décime les populations. Bon, donc, l'État nigérien n'a plus voulu ajouter encore un autre groupe qui existait depuis, mais qui devient finalement de plus en plus dangereux par rapport au Boko Haram. Donc, vous savez, les chiites, surtout, l'aile là est plus radicale, et comme il a dit tout à l'heure, vous savez, c'est des gens qui opèrent de synergie, qui ont quand même des modes opératoires presque semblables. Et quand au Yémen, il parlait de Yémen tout à l'heure, la situation au Yémen n'est pas enviable aujourd'hui. Bon, donc, si l'État nigérien ne s'organise pas bien avec les chiites et les laisse agir, surtout sachant que entre-temps, il y a eu quand même des manifestations pour réclamer la libération de leur leader, ce qui a malheureusement tourné en massacre. Bon, donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que le Nigeria veut veut avoir une vision anticipée sur les choses pour interdire c'est l'action de ce mouvement islamique chiite. Mais est-ce que l'État nigérien a des moyens pour pouvoir endiguer ce groupe religieux-là? Vous savez, tactiquement, c'est des gens qui n'ont pas
un mode militaire organisé, mais c'est des trucs, c'est des attaques asymétriques et cela pose de sérieux problèmes aux troupes régulières. Donc, ça va être difficile pour le Nigeria. C'est vrai qu'il faut interdire. Là, il faut passer, il faut avoir des moyens de sa politique pour interdire réellement les actes et les conséquences que cela pouvait, que ce mouvement pouvait engendrer dans ce parti du Nigeria. Adam Adjono, selon une statistique, le Nigeria a à lui seul plus de 2000 et quelques églises, à part le catholicisme romain, le protestantisme, et on dénomme plus de 2000 et quelques. Mais pourquoi c'est cette affaire de chiites qui défraie tellement la chronique quand on sait qu'on a la liberté religieuse? Oui, c'est un État laïque, certes, mais vous savez, les mêmes facteurs ayant conduit donc à l'instauration ou bien au radicalisme que nous constatons au niveau du groupe Boko Haram, ont fait qu'aujourd'hui, le Nigeria, l'État nigérien a appris du passé parce qu'il n'a pas su anticiper les événements et qui ont fait qu'aujourd'hui, ce groupe-là s'est enraciné et avec la spirale des actions qui continue de mener aujourd'hui, on dirait que l'État du Nigeria même est dépassé. Et cela pour preuve, parce qu'il a fait quand même appel à d'autres États qui viennent, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand bien même on essaie donc de nous citer un certain nombre de freins, ou du moins ce que le groupe est anéanti. Le président même l'a dit, mais par après on a vu qu'il a repris encore de l'étoffe et qu'il continue donc pas massacrer la population. Donc le Nigeria aujourd'hui, étant donné qu'il a eu à apprendre de ce passé douloureux là qu'il n'a pas su anticiper, ne veut quand même pas en rajouter au mal. Donc par conséquent, il faut prendre les dispositions pour éviter qu'on ait encore un second groupe. Et parce que, comme je le disais tantôt, les mêmes facteurs sont en train de développer par ces groupes-là. Et par conséquent, il faut aller vite, donc en interdisant. Mais est-ce que l'interdiction est le moyen le plus sûr? Je n'y pense pas, parce que quelque part aussi, lorsque vous ne prenez pas la mesure de la chose, en essayant d'étudier à fond ces facteurs-là, vous risquez d'une autre part même de les radicaliser davantage, parce que les gens, quand ils sont débordés, parce que ce sont des groupes qui ont des méthodes opératoires qui sont tout à fait différentes et qu'on ne maîtrise pas assez dans nos pays, parce que lorsque vous prenez, comme nous le disons aujourd'hui, la crise yéménite, ce n'est pas la même chose, parce qu'aujourd'hui, nos États, ou du moins nos forces de l'ordre et de sécurité, ne s'y connaissent pas assez dans la matière, parce que nos États ne sont pas habitués à ces genres de crises-là, font que aujourd'hui, lorsque vous ne saviez pas quand même contenir ce mal-là, vous risquez quand même de le rendre beaucoup plus, d'ailleurs même performant, et qui donc risque de tourner contre vous. Donc, au vu de tous ces facteurs-là, moi je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même peser le pour et le contre, revoir le contour, le pourtour de tous ces aspects-là pour éviter à ce qu'un groupe puisse s'installer quand même à une autre partie de cette région-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu toute la population qui est là où Boko Haram est en train donc de causer du mal, sont fuis vers le bas. Maintenant, c'est quand on aura encore un autre front qui vient s'en rajouter à ce que Boko Haram a créé, je pense que ce serait quand même une sorte de salade russe qui va être difficile à avaler pour le Soudan. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Pas parce que l'interdiction n'a jamais, disons, résolu le problème. Et il faut trouver d'autres facteurs. Je pense que le dialogue est plutôt sec. Ça va scruter davantage le mal pour pouvoir l'indiquer serait quand même la solution la mieux indiquée. Alors, Chris Ega, face à la situation, quand on sait que leur leader, Ibrahim Zaki, a été incarcéré depuis 2015, on réclame la libération. Est-ce que la libération peut être une solution pouvant décanter la situation à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse jouer la loi. Il faut que la loi soit égale pour tout le monde. Vous rappelez qu'il y a un tribunal quand même qui avait ordonné que ce leader-là soit relâché, mais très rapidement l'État fédéral est revenu à la charge pour le maintenir en prison. Mais seulement ce qu'il faut dire aussi, c'est que si nous disons que la loi doit être pareille pour tout le monde, il faut que cette secte-là aussi respecte la loi. Par exemple, c'est une secte qui ne reconnaît pas la constitution fédérale et nigériane et qui n'hésite pas à attaquer les policiers et les forces de sécurité. Vous savez, quand la situation est comme ça, je crois que l'État se dit qu'il faut qu'il saisisse le taureau par les cornes, parce que vous l'avez si bien dit, le pasteur l'a dit, mon confrère l'a dit aussi, que le Nigeria veut apprendre du passé parce qu'il y avait eu une forme de laxisme qui caractérisait l'action de Jonathan lorsque Boko Haram se développait. Et Jonathan
il avait, Goodluck l'avait même reconnu qu'il aurait pu être plus réactif face à Boko Haram. Et je crois que c'est cela faisant, il ne faut pas quand même qu'on donne dans des dérapages, parce qu'en voulant trop bien faire cette fois-ci, en voulant museler complètement cette secte-là, on crée aussi des conditions pour qu'elle se développe davantage, parce que n'oublions pas le contexte même de naissance de ces sectes-là, parce que ce ne sont pas des sectes qui sont nées ex nihilo, c'est des sectes qui recrutent généralement dans des milieux pauvres, parce qu'il y a de l'injustice, parce que on va devoir marquer une pause à l'info, et puis juste quelques secondes, on revient juste après pour la suite du débat portant sur le Nigeria. Merci.